Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Musée de l'Homme pour cette nouvelle session des rencontres Agitez vos idées. Ce soir, appropriation culturelle ou appréciation culturelle ou tracer la frontière. Et nous recevons nos deux intervenants que je remercie d'être avec nous. Tout d'abord, à ma gauche, Kemaïs Benlagdar Rezgui. Vous êtes chargé de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste des liens entre la mode et l'orientalisme et vous avez d'ailleurs sorti en 2024 aux éditions Stock un ouvrage, L'appropriation culturelle, histoire, domination et création aux origines d'un piège occidental. Bonsoir Kemaïs. Bonsoir. À votre gauche, Adina Ntanke. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes styliste, créatrice, notamment exposée dans l'exposition Wax, ici même dans les murs du Musée de l'Homme. Et vous fusionnez dans vos œuvres, dans vos pièces, les influences africaines et occidentales. Vous travaillez sur des pièces uniques. On pourra parler un petit peu plus en détail de votre travail et puis vous écouter justement sur ce large sujet, ce vaste sujet, qui est appropriation ou appréciation culturelle. Pour resituer un peu, recontextualiser cette rencontre, le concept d'appropriation culturelle, bien que récent dans l'espace médiatique, soulève des questions fondamentales. Et puis, en vous voyant aussi nombreuses et nombreux ce soir, on voit que c'est un sujet qui vous intéresse et qui vous interpelle. Pourquoi certaines pratiques culturelles peuvent-elles être perçues comme une forme de domination ou de pillage ? À qui appartient la culture ? Peut-on vraiment s'approprier un héritage collectif ? Où placer la limite entre inspiration, hommage et exploitation ? Ce sont autant de questions auxquelles nous essayerons de répondre ce soir. Il y a de nombreuses personnalités médiatiques, à l'instar de Madonna, Beyoncé ou Kim Kardashian, qui ont été accusées d'appropriation culturelle pour leur choix vestimentaire ou artistique. Mais comment comprendre ce qui choque, divise ou blesse ? On y répondra également ce soir. Et avant de donner la parole à nos deux intervenantes et intervenants, je vous pose la première question donc, à vos ardoises, qui est une question qui peut paraître un peu simple pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà vu l'exposition Wax. Alors, question 1, quelle est l'origine du tissu wax ? Réponse A, il a été créé en Afrique de l'Ouest. Réponse B, il vient des Pays-Bas et s'inspire du batik indonésien. Réponse C, il est originaire du Ghana et s'est répandu en Europe. Ou réponse D, il a été importé d'Inde par les colons britanniques. Je vous laisse 5 secondes et puis je vais vous demander ensuite de me lever vos ardoises et puis on va voir si vos réponses sont les bonnes. Alors je vois que des ardoises sont déjà levées. Alors je vois une immense majorité de B, un D, un A, mais voilà, la grande majorité a raison. Effectivement, le wax vient des Pays-Bas et s'inspire du batik indonésien. Je ne sais pas si Kemaïs ou Adina, vous voulez réagir peut-être à cette première question, ce premier quiz. Moi, j'ai toujours rêvé de participer à Qui veut gagner des millions et en fait ça me donne vraiment... Sur la couverture du bouquin, enfin de mon bouquin sur l'appropriation culturelle, on a voulu mettre du wax, enfin du moins un imprimé wax, précisément en fait pour essayer d'exemplifier ce que c'est que l'échange culturel, la prédation culturelle, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, enfin le wax, c'est pas un tissu africain, du moins, enfin c'est pas dans sa première expression un tissu africain, c'est plus un tissu colonial, d'abord et avant tout. Et c'est assez intéressant de voir comment le capitalisme, puisqu'en fait ça n'est que ça, va se servir dans un contexte de domination d'une technique, disons, endémique de l'Indonésie, de Java, etc., pour produire des copies moins bien faites, pour concurrencer le marché local. Ils se rendent compte que ça ne marche pas, et donc du coup, ils se rabattent sur les colonies européennes, et on pourrait dire que c'est cette circulation-là qui fait que ce tissu arrive ensuite en Afrique et commence à être consommé en Afrique de l'Ouest. Adina, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, ce que vient de dire Kemaïs, ou plus particulièrement autour du wax, vous, votre regard ? Comme il dit Kemaïs, c'est
le wax, en fin de compte, c'est un produit issu de la colonisation. Après, en Afrique, donc après il devient populaire. Ça dépend en fin de compte de plusieurs contextes, parce que aussi le wax aussi il est utilisé pour différents événements, par exemple des mariages, des baptêmes, tout ça. Mais après, il y a toujours le vrai tissu, enfin les tissus traditionnels que les gens ils utilisent quand même hein, pour des occasions bien précises. Donc pour moi le wax il n'est pas africain, il est en Afrique malgré ça. Donc les populations l'utilisent et nous aussi les artistes, certains artistes aussi l'utilisent, d'autres ne l'utilisent pas, mais voilà. Adina dit un truc hyper intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, moi, lorsque je parle de wax à mes étudiants, je leur dis toujours que c'est comme une... Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu toute un problème sanitaire dans la Manche où une algue avait colonisé les fonds marins et avait complètement détruit une partie de la biodiversité. Et en fait, je donne toujours cet exemple-là pour parler du wax dans la perception occidentale. C'est-à-dire que le wax arrive et on l'érige au rang de deux tissus africains en invisibilisant tout ce que vient de dire Adina, en invisibilisant le pagne tissé, le bogolan, l'indigo, le kente, etc., 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 qui sont des tissus qui sont un petit peu plus endémiques, on dirait, de certains pays africains. Merci beaucoup. Je pense qu'on va continuer à réfléchir sur ces questions-là tout au long de notre conversation. Peut-être commencer par une contextualisation, une définition de l'appropriation culturelle. Donc, Emmaïs, je me tourne vers vous. Comment est-ce que vous définiriez l'appropriation culturelle ? Quels sont les critères pour la déterminer ? En fait, qu'est-ce qui nous permet de dire ça, c'est de l'appropriation culturelle ? Alors, pas simple. Si, j'ai mon verbatim décolonial, wokiste, du Wokistan. Je rigole, c'est une blague. Ce que je dis, en fait, à chaque fois, c'est que l'appropriation culturelle, c'est le dévoiement de l'échange culturel. Et l'un des fondements, l'un des concepts fondateurs, qui est le dénominateur commun de tous les cas d'appropriation culturelle, c'est la notion de domination. Autrement, c'est pas de l'appropriation. Autrement, c'est des mécanismes d'interculturalité qu'on pourrait considérer ancestraux, absolument normaux. Bref. Donc, pour donner une définition claire, on parle d'un mécanisme de prédation de la culture par le biais duquel un groupe, une personne en situation de domination se saisit d'un objet, d'une expression culturelle, d'un symbole, d'un groupe ou d'une personne en situation de domination, de soumission, un groupe minoritaire, minorisé. Et donc, cette appropriation passe nécessairement par une décontextualisation, une resémantisation de cet objet à des fins capitalistes, en perpétrant le plus souvent, même presque systématiquement, des stéréotypes racistes et coloniaux. Voilà. Et donc vous avez, en fait, pour juste résumer, domination, colonialisme, capitalisme. Et quand on vous entend en fait donner ces trois critères qui semblent très clairs, on a l'impression que ce sont des notions qui sont apparues assez récemment finalement dans le débat médiatico-politique. On a aussi l'impression, c'était d'ailleurs inscrit dans le texte, que l'argumentaire de cette rencontre, que l'appropriation culturelle, c'est une notion qui est apparue hier ou avant-hier. Non. Quelle est l'histoire en fait de cette notion en fait, depuis quand est-ce que ça existe ? En fait, c'est assez marrant parce que on vit dans un monde complètement... je sais plus, le terme à la mode en ce moment, c'est post-vérité. Et dans un monde où les réseaux sociaux sont tellement puissants qu'ils distordent complètement la réalité,
le concept d'appropriation culturelle, c'est pas un concept récent qui naît avec les réseaux sociaux. En fait, c'est des concepts qui, comme c'est ce que je dis à chaque fois, comme tous les concepts, ont un contexte d'apparition, des gens qui vont en discuter, des gens qui vont remettre en question, des gens qui vont focaliser le débat sur un sujet en particulier, défocaliser, refocaliser, critiquer. Et en fait, le concept d'appropriation culturelle, et ça aussi, c'est un truc qu'il faut vraiment avoir en tête. J'ai essayé d'en faire une historiographie, du moins essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'on a commencé à critiquer les échanges interculturels. Et en fait, il a fallu séparer un peu le bon grain de livret parce que ce terme apparaît dans plein d'héritages conceptuels extrêmement différents sans vouloir dire la même chose à chaque fois. C'est ce que... Mettons par exemple l'appropriation culturelle, c'est un concept de la sociologie bourdieusienne. Mais ça ne veut pas du tout dire la même chose que dans la pensée décoloniale ou dans la pensée postcoloniale. Au même titre que ça ne veut pas du tout dire la même chose dans la question en lien avec la linguistique et la question de la traduction des textes. On utilise ce terme d'appropriation culturelle au même titre que la théorie historique du transfert culturel qui théorisait autour des années 1980 et qui est portée par Michel Espagne notamment, qui est un historien qui s'intéresse aux liens entre France et espace germanique, utilise le terme d'appropriation culturelle sans le moraliser, avec plein de guillemets, en disant en fait que les cultures se mélangent et s'approprient mutuellement. Et c'est des mécanismes ancestraux et ça ne doit pas être remis en question, en quelque sorte. Donc déjà, vous avez un terme, un concept qui charrie une complexité folle et qui est présent dans plein d'héritages conceptuels différents. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle d'appropriation culturelle, on se réfère aux études postcoloniales principalement, enfin aux études post- et décoloniales. Donc apparu plutôt dans les années 70, à peu près. Mais en fait, encore une fois, vous avez des figures tutélaires qui informent dès les années avant l'utilisation. En fait, ils n'utilisaient pas ce terme, mais finalement, c'était exactement ce que ça voulait dire. Moi, j'ai identifié, et à l'appui de plusieurs chercheurs qui disent la même chose, l'une des premières occurrences du terme tel qu'on l'entend et tel que je l'ai défini avec vous, c'est 1976 dans une conférence donnée à Lisbonne par un critique d'art et un historien de la mode d'origine canadienne qui s'appelait Kenneth Coote-Smith, qui donne une conférence qui s'appelle Some General Observation on the Problem of Cultural Colonialism et qui utilise le terme d'appropriation, cultural appropriation, et dans la même définition, dans son occurrence contemporaine, j'entends. Mais il faut replacer aussi ce terme dans les grandes phases de décolonisation, l'apparition dans un paysage anglo-saxon des études postcoloniales portées par la triade Saïd, Baba, Spivak. Enfin bon, bref, c'est vraiment tout un... Ça apparaît pas comme ça parce que vous avez des gens qui sont complètement excités de la race et qui veulent faire et qui veulent dire qu'ils sont dominés et qui sont toujours des victimes de la société. C'est un petit peu plus complexe que ça. Et en fait, je trouve que c'est hyper salvateur de s'en remettre à l'histoire et de lire les textes, en gros, et d'essayer de comprendre dans quel contexte aussi ces concepts émergent. Et c'est assez intéressant de savoir que ce terme d'appropriation culturelle irrigue plusieurs disciplines, finalement, disciplines des sciences humaines et sociales, de la linguistique. Mais donc, l'appropriation culturelle dont on parle aujourd'hui, elle s'attache à quelle discipline ou à quelle pratique? Les études postcoloniales, principalement. Et est-ce que vous avez un exemple frappant d'appropriation culturelle qui vous a marqué, qui remplissent les critères que vous avez donnés de domination, exploitation capitaliste? On est au Musée de l'Homme et vous venez tous de voir
wax. Donc on va donner un exemple sur le wax. Une collection croisière 2019 présentée par Dior, la directrice artistique Maria Grazia Curie, qui décide de partir en cavalcade coloniale, vous voyez je ne suis pas du tout partial, à Marrakech pour présenter une collection qui serait un hommage à l'Afrique. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette collection, elle hybride 3 trucs. Elle hybride une inspiration arabo-berbère au wax, à l'ADN signature Dior. Et elle nous dit, et en fait, elle invite Anne Grosfilet, qui est la référente autour du wax sur ces questions. Enfin bon, bref, elle a sorti un livre d'images, et donc elle est spécialiste du wax, et elle a été embauchée en tant que consultante pour la maison Dior. Et Dior, marchant sur des œufs, a essayé de plutôt collaborer avec Uniwax plutôt que Visco. Et vraiment, le storytelling est autour de la célébration du wax. Et pour moi, enfin, c'est du storytelling, c'est de la communication, mais rien ne change véritablement. La collection croisière, c'est la collection la plus coloniale historiquement du système de la mode. Historiquement, les collections croisières émergent au moment des années folles, au moment où la cliente haute couture, pour éviter le froid de l'hiver européen, part dans les colonies, en gros, et part en croisière dans les colonies. Sauf que dans le calendrier de la mode, il y a un problème, c'est-à-dire qu'elle se retrouve en besoin d'une collection d'été pour les mois d'hiver. Et donc, du coup, pour pallier ce manque, les couturiers créent cette nouvelle entité de la collection croisière qui est invariablement en lien avec le voyage, l'exotisme, la chaleur. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir que dans le système de la mode, vous verrez beaucoup plus de cas d'appropriation culturelle pour les collections croisières et printemps-été que pour les collections automne-hiver. En automne-hiver, on se referme sur nous, on a besoin de trucs cocooning. Par contre, en été, on a besoin de chaleur, on a besoin de couleur, on a besoin d'exotisme. Bon. Et en fait, si vous voulez, le wax n'est pas du tout, dans le cadre de cette collection, le wax n'est pas du tout restitué dans son héritage colonial. Il est restitué plutôt dans une idée en fait complètement cuculapraline d'universalisme mondial, où en fait le wax est porté par-ci, par-là, il a été gna 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 gna, donc pourquoi pas Dior finalement? Oui, pourquoi pas Dior? Ce que je questionne moi là-dedans, c'est que Dior, prétendant créer des échanges interculturels en permanence, finalement, n'ont présenté du wax qu'une seule fois dans leur collection. On n'en a plus jamais revu après. C'était en quelle année, pardon ? En 2020. 2019, c'était pour la collection 2020. Les dieux du wax ont puni Dior parce qu'il y a eu le confinement et que du coup les aéroports étaient fermés et les clientes ne pouvaient pas partir en winter break avec leur wax. Mais c'est juste pour vous dire en fait que dans l'idée de l'échange culturel, moi je le pense toujours sur le temps extrêmement long, sur une construction véritable. Et je pense que Adina pourra nous en parler de façon extrêmement plus précise que moi dans sa pratique. Mais c'est-à-dire que faire un one-shot, faire un storytelling absolument redoutable, parce que de toute manière la critique d'appropriation culturelle a tellement été exposée qu'elle a été engloutie par le système capitaliste. C'est vraiment le principe même du capitalisme, c'est qu'en capacité d'engloutir sa propre critique pour continuer de faire du profit et pour faire en sorte que ça ne change jamais finalement. Eh bien voilà. Justement, Adina, je vous voyais hocher de la tête, peut-être sur la question de l'exoticisation du wax, ou le fait que la mode s'emploie à utiliser certaines couleurs, certains motifs pour aller voir le show, etc. Enfin, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que créatrice et styliste ? Moi, personnellement, le wax,
je préfère pas trop l'utiliser parce que déjà pour moi c'est un produit colonial et de deux à travers les voyages que j'ai fait en Afrique, donc il y a des tisserands qui tissent, qui font des très beaux tissus et des tissus aussi traditionnels qui existent dans les pays. Moi, je trouve que c'est mieux de valoriser le travail des tisserands, le travail, nos tissus traditionnels. Déjà, c'est plus beau au niveau esthétique, même au toucher, ça dure plus longtemps, même si on prend beaucoup de temps pour pouvoir créer des pièces, parce que moi, je fais que des pièces uniques. Donc, et puis aussi, au niveau du coût aussi, ça coûte cher, mais moi, c'est comme... en fin de compte, moi, je vais revendiquer toujours plus la qualité, vous voyez, présenter des belles choses, des belles pièces, mettre en avant aussi nos richesses, nos cultures, parce que déjà, l'Afrique, on est tellement envahi de toutes parts, on est envahi par les Occidentaux, les Chinois. Donc, si le peu de choses... traditionnelles de nos cultures qui existent. Donc moi, je vais plus mettre en avant ce genre de tissu aussi pour rappeler aussi déjà à nous, les enfants issus aussi de l'immigration, à nos enfants aussi, nos richesses, qu'il y ait aussi les produits traditionnels, nos tissus, de leur montrer en fin de compte les vraies choses aussi qui viennent de notre continent pour que même si on est d'ici, parce qu'on a grandi ici, mais on garde, enfin pour certains d'entre nous, on garde la tâche de d'où on vient. Donc c'est aussi pour ne pas se perdre. C'est important en fin de compte de garder ses origines, de garder ses racines. Et du coup, justement, l'appropriation culturelle, la colonisation, tout ce qui dit Kémaïs, en fin de compte, parce qu'on vit aussi dans un monde tellement de prédation, et quand on est entre les deux rives, quand on ne sait pas qui on est, c'est très compliqué, et de tout ça, de tous ces... le fait qu'on est dans les deux rives, et que nous, on est les dominés, donc du coup, ça crée beaucoup de frustration, ça crée aussi de l'aliénation mentale, culturelle. Vous voyez, moi je parle déjà de ce que je suis. Vous voyez, oui. Moi je suis atteinte d'albinisme, je suis une femme noire, africaine. Après, je viens du Cameroun. Mais après, j'aime pas trop aussi dire que je viens du Cameroun parce que pour moi, l'Afrique, c'est partout. Partout, l'Afrique, pour moi, c'est chez moi. Et du coup, même ça, quand on parle, par exemple, de l'appropriation culturelle, tout ça, c'est lié parce que, pour certains, par exemple, quand on est entre ici, là-bas, quand on ne sait pas qui on est, c'est très compliqué. Et le fait aussi qu'on habite ici, et qu'on voit de l'autre côté comment c'est de parler sa langue, de ne pas parler sa langue, tout ça, en fin de compte, tout ça, c'est toujours lié. Et du coup, même pour sa construction, c'est compliqué. Par exemple, ceux qui sont de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique de l'Ouest, et aussi un espèce de complexe aussi d'infériorité, parce que ici, les dominés, il y a la langue. De l'autre côté aussi, on ne peut pas non plus étudier aussi dans sa langue d'origine. Voyez, en gros, le peuple, parce que le dominé, il a pris le contrôle le dominant a pris le contrôle sur les peuples qui sont dominés. Donc pour eux, c'est très compliqué de se construire, de savoir qui ils sont. Certains, même quand on est ici, par exemple, on est d'origine africaine, donc on va rejeter aussi ce qu'on est réellement, parce que
ici, on est noir, mais on est dans un pays avec que des blancs, alors qu'on est né ici, mais ces mêmes blancs, ils vont quand même nous demander on est de quelle origine, vous voyez. Ouais. Donc tout ça, c'est très, très... quand on ne sait pas qui on est, c'est très, très difficile de se construire, de savoir qui on est. Et tout ça, là, l'appropriation culturelle, la colonisation, tout ça, c'est ensemble. Donc je pense que le vrai truc, vraiment, il faut en parler de ça. Et chacun de nous aussi, on doit faire un travail sur soi, d'accepter l'autre dans sa différence, sans forcément vouloir le changer. Vous voyez ? Parce que de l'autre côté, quand eux, ils arrivent, nous aussi, on les accepte sans vouloir non plus les changer. Justement, merci beaucoup. Justement, ça va faire la transition avec une question que je vais vous poser ensuite, donc c'est absolument parfait. Mais d'abord, je vais vous poser une question à vous. Donc la deuxième question, un peu format quiz, de culture générale. Quel mouvement artistique a été critiqué pour son appropriation des arts africains ? Est-ce le symbolisme ? Réponse A. Réponse B, le fauvisme. Réponse C, le cubisme. Ou réponse D, le pop art. Et donc je vous laisse encore peut-être quelques instants pour répondre avant de lever vos ardoises dès que vous avez une idée. Et il n'y a pas de réponse, tout c'est courant. Je vois que ça discute, ça suscite des discussions, des interrogations. Alors, je vois quelques B, un D, A, C, beaucoup de C, A. Et la réponse en image, c'est la réponse C, effectivement. Avec ce bel exemple des Demoiselles d'Avignon de Picasso, puisque voilà, le cubisme a été critiqué pour son appropriation des arts africains. Pour la petite histoire, Picasso s'était rendu en 1905 ou 1906 pour la première fois de sa vie au musée d'ethnographie du Trocadéro, donc l'ancêtre du musée de l'Homme où nous nous trouvons actuellement. Enfin, nous sommes dans ces murs, et a découvert la collection des arts africains de ce musée ethnographique, a été fasciné. Et donc, il a reproduit certains de ces masques. On voit surtout, en fait, dans ce tableau des Demoiselles d'Avignon, des visages très, très fortement inspirés de ces cultures. Et Picasso était un grand collectionneur de figurines, de masques, de sculptures, de statuettes, entre autres choses. Voilà pour la petite histoire autour de Picasso et du cubisme et de son inspiration. Et je reviens sur l'importance de l'identité au sens très personnel et au sens large, parce que vous disiez, Adina, que le plus important, c'est de savoir qui on est, comment on se situe. Et me vient l'envie de vous poser la question sur l'appropriation culturelle dans une société multiculturelle, dans une société où il y a un énorme brassage de cultures. Est-ce qu'on peut encore parler d'appropriation culturelle ou non ? Je ne sais pas si, Adina, vous voulez répondre peut-être en premier, ou Kémaïs ? Alors, en fait, je trouve que la question, et je comprends pourquoi vous me la posez comme ça, mais je pense qu'elle est mal posée. No shade. Hein. Enfin, c'est vraiment... No shade taken. Non, mais en fait, c'est-à-dire que la culture est un fluide qui s'hybride, on est chacun détenteur d'une culture complètement unique là dans cette salle. Je ne sais pas combien de cultures il y a dans cet auditorium, et elle ne demande qu'à être hybridée sans cesse. Donc, en fait, par essence, une société est multiculturelle. C'est pas possible autrement. Enfin, et puis de toute manière, je donne toujours le même exemple à mes étudiants. Donc, dans les cours d'histoire de la mode, à chaque fois, c'est: vous savez que lorsque vous vous habillez le matin, lorsque vous ouvrez votre garde-robe, qui est d'ailleurs un mot arabe, vous parlez arabe. Jupe, gilet, robe, pantalon, chemise, etc. etc. Ça me donne l'occasion de leur dire que la langue,
elle est là aussi pour fixer des représentations, mais aussi pour fixer des itinéraires mondiaux à chaque fois. Donc de penser... L'idée, c'est qu'une société est nécessairement multiculturelle et l'échange culturel est absolument irrémédiable. C'est absolument pas possible de faire autrement. Une culture qui n'est pas en contact avec une autre, c'est une culture qui est vouée à disparaître, ou du moins... Et donc, du coup, ça me permet de rebondir sur cette question et de parler d'appréciation culturelle. Parce que beaucoup considèrent que l'appréciation culturelle, c'est un peu le miroir renversé de l'appropriation culturelle. En somme, il y aurait des appropriations méchantes, racistes, et des appropriations gentilles, altruistes, hommages, c'est un... Bref. Et moi, je suis assez campé sur ma position, et je serais ravi de discuter avec vous là-dessus, de dire que l'appréciation culturelle est une fiction, une fiction créée par le dominant pour ne surtout pas poser la question de la prédation culturelle. À chaque fois qu'un couturier, une maison de luxe, un artiste est pris la main dans le sac de ne pas d'avoir complètement plagié quelque chose. Ah mais non, mais c'est parce que j'aimais, mais c'est parce que c'était un hommage, etc., etc. Et finalement, en fait, on invoque l'émotion, on invoque l'amour inconditionnel, etc. Mais il n'est pas question de ça, là. Il est question de rapport de force et il est question de capitalisme. Il est question de faire de la thune. Le capitalisme n'est pas une instance altruiste. On s'en fout de l'homme. La seule chose qui intéresse, c'est la thune. Et donc, du coup, il me semble que la levée de bouclier de dire c'est de l'hommage, c'est un moyen de ne surtout pas poser la question inverse de la prédation culturelle. Et c'est en ça que je trouve que c'est une fiction. Et que c'est... En fait, je suis vraiment désolé de vous le dire, mais tout le monde ici fait de l'appropriation culturelle, même moi. Et... de l'appropriation culturelle. Dans quel sens ? Voilà, c'est ça. On consomme. Allez, dans le sens du transfert culturel, j'entends. Dans le sens historique de c'est un mécanisme, en fait, on s'approprie, on apprécie, etc., etc. En revanche, lorsqu'on discute de l'appropriation culturelle du point de vue des études postcoloniales à partir de la notion de domination, là, ça change complètement. C'est plus du tout la même chose, c'est plus du tout le même cadre conceptuel. Et aussi, il y a quelque chose que j'essaye de mettre en avant de plus en plus, c'est l'idée que l'appropriation culturelle, c'est quelque chose de systémique, c'est pas quelque chose d'individuel. C'est-à-dire que mes étudiants à chaque fois me disent mais est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, est-ce que si je suis blanc j'ai le droit de porter un kimono, et est-ce que si je suis indien j'ai le droit de porter un... Ah mais oui, mais parce que si je suis indien je suis racisé, donc j'ai forcément le droit de piquer d'autres trucs de d'autres personnes racisées, c'est ok. Donc c'est pas un passe-droit. Mais en fait je leur dis à chaque fois je ne suis pas un juge pour vous donner la soupe et pour vous dire oui, c'est ok, oui, pour vous déculpabiliser d'un truc. Moi, par contre, ce qui m'intéresse, c'est de leur poser la question, mais pourquoi est-ce que vous vous posez la question ? Est-ce que c'est pas déjà un red flag en soi, de se poser la question ? Et voilà, en fait, c'est vraiment l'idée de collectivement se détacher de nos expériences individuelles pour penser en termes de système, d'un point de vue historique, etc. Et comprendre en fait les mécanismes qui sont à l'œuvre aussi. Donc on fait de l'appropriation culturelle malgré nous, mais tant qu'on en a conscience et qu'on a conscience que c'est dû au système dans lequel nous sommes, ça va ? Je ne sais pas si vous voulez... En off, elle m'avait dit qu'elle allait faire un peu l'avocat du diable. Et en fait, ça m'excite un petit peu. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec moi, j'ai envie de convaincre. C'est ça. Il faut être conscient.
Adina, pardon. C'est ce que dit Kemaïs, que dans tous les cas, c'est vrai parce qu'on consomme des choses de multiples pays, mais le plus important, c'est de connaître, d'avoir l'information, de s'instruire. Parce que consommer, c'est bien, mais quand on consomme et qu'on sait ce qu'on consomme, d'où ça vient, tout ça, c'est différent, voyez. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas changer, c'est sûr, mais le fait de savoir, c'est comme si on prend aussi une part de responsabilité, voyez, de ce qu'on fait au quotidien. Donc c'est mieux de s'instruire, de savoir d'où viennent les choses. Un simple truc, par exemple, la plupart des enfants, vous voyez le Nutella, la plupart des enfants, eux, ils croient que le Nutella, eux, ils vont juste dans le magasin et puis ça y est. Alors que non, derrière ça, il y a le cacao, comme le café. Tout le monde consomme le café, mais le café... eux, ils vont juste au distributeur ou ils vont dans le magasin et puis ils achètent le café. Et d'autres, ils pensent que le café ou le cacao, ça pousse d'ici. Mais non, ça vient, ça vient des pays... en Amérique latine, voilà. En Afrique subsaharienne. Tout ça, là. Ok, Maïs, vous vouliez ajouter quelque chose ou... J'ai perdu un peu le fil, mais avec une autre question, ça va repartir. Et peut-être... Alors, justement, je voulais voir avec vous, Adina, par rapport... Est-ce que vous posez, quand vous créez, est-ce que vous vous posez à un moment la question de l'appropriation culturelle ou de l'inspiration ? Dans votre travail, vous mêlez souvent les influences occidentales et les influences africaines. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que vous le percevez ? Moi, j'ai grandi entre la France et l'Afrique. Donc, je ne peux pas rejeter non plus la France, ni rejeter l'Afrique, puisque je suis née en Afrique et à l'âge de 4 ans, je suis venue ici. Donc, et de toute façon, même si on rejette l'un ou l'autre, les autres nous le rappellent. Parce qu'en Afrique, les gens, ils nous rappellent, ils disent « mais toi, t'es blanche ». Et ici, les gens, ils vont nous dire, donc, ils disent quand même, ils savent quand même que je suis étrangère dans les deux cas. Moi, en tant qu'artiste, moi, j'exprime juste ce que je suis, d'où je viens, dans l'environnement où j'ai grandi. Et dans mon art, comme je vous disais au début, moi, je vais plus utiliser des belles matières, faire des belles coupes, voyez. Parce que le stylisme, pour moi, c'est aussi le moyen c'est un moyen pour moi de m'exprimer, comme le dessin. Donc, si je suis pas bien, je vais travailler dans mon art. Si je suis heureux, je vais travailler dans mon art. Donc moi, je cherche pas à savoir si l'appropriation culturelle, à partir du moment que j'utilise des belles matières. C'est un art où je m'exprime, donc je vais essayer de copier personne, puisque je suis remplie de culture. Donc je vais mélanger. Par exemple, là, j'ai fait l'œuvre que j'ai présentée, qui est ici au musée, c'est un kimono. Voyez, mais c'est un kimono à la Adina Couture que j'ai fait avec mon inspiration. Et j'ai mélangé avec un tissu, avec le tissu Ndop imprimé de chez moi, voyez. Donc là, ça fait déjà l'Afrique, l'Asie, voyez. Donc moi, à partir du moment où je respecte les cultures, les nations, moi, je pêche partout tant que l'œuvre est belle. Pour moi, c'est le plus important, voilà. En fait, moi, j'y vois quelque chose d'extrêmement politique et d'extrêmement post-colonial aussi. Et ça me fait tout de suite penser au concept de tiers-espace, d'interstice, qui est théorisé par Homi Bhabha, qui est un des fondateurs de la pensée post-coloniale, justement. Dans The Location of Culture, il le fait paraître en 1994, il me semble, traduit les lieux de la culture, et où justement, en fait, il essaye de comprendre la construction de la discursivité coloniale. Et comment est-ce que le colonialisme européen joue précisément sur une ambivalence. L'idée qu'il faut
et qu'il ne faut pas en même temps. Et ça, c'est extrêmement visible, par exemple, dans la mission dans un contexte français, dans la mission civilisatrice, il faut les civiliser. Mais il ne faut pas complètement les civiliser, parce que si on les civilise, on n'a plus de raison de rester. Et donc, c'est l'idée, en fait, de créer un espèce de discours qui est sans cesse ambivalent et qui joue sur le principe de mimétisme. Le mimétisme, c'est l'idée que ça, c'est Lacan qui en parle. Il en parle aussi, du coup, Baba, là-dessus. Il dit c'est vraiment le principe du camouflage militaire, quoi. Vous endossez un imprimé militaire pour vous fondre dans la nature, mais vous n'êtes pas la nature. C'est exactement le même principe dans une société coloniale. Vous êtes occidentalisé, mais vous ne serez jamais occidental. Et donc, ce que Baba essaye de montrer dans toute cette question-là, c'est les tiers-espaces. C'est-à-dire que globalement, vous avez dans le discours colonial nous et les autres. Et lui, il ménage un espace tiers entre les deux, en disant, en fait, c'est pas aussi binaire que ça. Et le colonisé est influencé par le colon, et vice-versa. Et c'est un espace, un troisième espace qui vient perturber, disrupter complètement la binarité qu'on essaye de nous ancrer dans le crâne. Et pour moi, Adina, et puis même, en fait, toutes les personnes issues de l'immigration ou qui ont des nombreuses cultures, on est précisément ce tiers-espace qui n'arrive pas à se fondre dans la binarité coloniale qu'on a essayé de nous servir à toutes les sauces. Lorsque Adina, blanche en Afrique mais noire en France, décide de se réapproprier un tissu, un tissu, une ancestralité du continent africain qu'on lui refuse, et c'est ses pères qui lui refusent ça. Elle le fait quand même, tout en hybridant avec un héritage, disons, plutôt européen, de la couture parisienne ou européenne ou française. Ça, c'est quelque chose d'infiniment politique, et on parle d'identité, d'interstice culturel, etc. Lorsque Dior décide de créer toute une collection autour du wax pour finalement engrosser LVMH, qui est le plus grand groupe de luxe mondial, on n'est pas dans l'interculturalité, on n'est pas dans un truc identitaire. Là, on est simplement dans du profit. Et ce qui me permet d'ajouter que l'appropriation, en fait, l'universalisme utilisé par le capitalisme, c'est aussi une fiction, ça, de dire que tout fonctionne, tout s'hybride, la culture, il faut rendre hommage, etc. Ils s'en foutent de ça. Il me semble que c'est aussi tout le principe, toute la chose qu'il faut mettre en exergue lorsque vous êtes une personne, disons, racisée, ou lorsque vous êtes une personne individuelle qui questionne son identité, qui tente d'hybrider cette identité, ou du moins de la mettre en avant. On n'est pas du tout dans le même contexte que le plus grand groupe de luxe mondial, la deuxième industrie française, qui exerce un soft power absolument monstrueux sur le monde entier, en vendant une image complètement édulcorée d'une Parisienne qui est une licorne qu'on n'a jamais rencontrée, mais qui vend sans cesse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment l'idée que utiliser le principe de l'hybridation culturelle dans un cadre capitaliste, il me semble que c'est une aporie, ou du moins une contradiction dans les termes. C'est pas... Et aussi, il faut voir aussi d'où on la propose, cette... Et en même temps, je vais me contredire, parce que vous voyez, par exemple, tout en restant extrêmement... Oui, il faut être cynique. Enfin, la maison Chanel, par exemple, qui est aussi un monstre capitaliste, essaye tout de même d'engager un tournant. Et je trouve que c'est vachement plus intéressant, et j'espère que ça se normalisera. Ils ont fait une collection à Dakar. Paris-Dakar. Bon, très bien. Oui, on ne va pas faire les bisounours. Ils se sont implantés à Dakar pour ouvrir un nouveau marché dans un cadre capitaliste. Sauf que un 19e dakarois
s'est ouvert. Il y a eu une mise en place de tout un programme de recherche. 19M, on peut peut-être préciser ce que c'est pour les plus Le 19M, c'est une institution qui est à Aubervilliers, enfin dans le 19e arrondissement, vraiment limitrophe Aubervilliers, et qui accueille les métiers d'art Chanel, mais qui accueille aussi un lieu de vie et un espace d'exposition. Donc lorsque je vous parle des métiers d'art Chanel, c'est toutes les maisons d'art qui ont été rachetées par Chanel, placées dans une filiale qui s'appelle Paraffection. On parle des plumassiers, des plisseurs, des brodeurs, des chapeliers, des bottiers, de tout ce que vous voulez. Et c'est un espace de formation aussi, en fait, qui fait aussi atelier de formation. Même vous, en tant qu'individu, vous pouvez suivre des formations au 19M. Et donc l'ouverture à Dakar, pardon, je vous ai coupé. Et il y a eu en fait une mise en avant d'intellectuels, d'artistes locaux et transnationaux, j'entends, et surtout en fait une mise en place d'un dialogue qui est, j'ai l'impression, bilatéral entre les deux rives de la Méditerranée, un dialogue qui est engagé sur le long terme, qui survit à la simple collection et au simple défilé. Là, il y a toujours encore des accords diplomatiques entre le Sénégal et la France par rapport à ces projets-là. Ils entendent pérenniser cette chose et faire en sorte de créer des ponts, disons, un petit peu plus effectifs, quoi. Alors oui, c'est dans le capitalisme. Oui, c'est pas tout à fait altruiste et ils veulent faire de la thune et ils veulent étendre leur soft power. Mais dans cette contrainte, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'instaure. Il peut y avoir des effets secondaires qui sont tout autres et qui peuvent créer de nouvelles choses et donner la place à une scène artistique. On ne leur sert pas la soupe aux Sénégalais en leur disant voilà ce que c'est que la richesse de la culture française et le patrimoine de mode français. Parce qu'en fait, le Sénégal, ils sont hyper bons en tailleur, par exemple. Et on leur dit simplement on va ouvrir cette structure. Alors oui, c'est chapeauté par, mais par contre, c'est un lieu où peut s'exprimer une parole. Et j'ai l'impression que c'est pour le meilleur, ça. Et depuis le début, donc on parle de l'appropriation culturelle, mais sans forcément parler des effets de l'appropriation culturelle. Quels sont les effets ? Pourquoi est-ce que c'est si mal ? Est-ce qu'on oublie ? Est-ce que ça efface des cultures ? Concrètement, comment est-ce que ça impacte les personnes, les artistes, les cultures ? Ce que tu as parlé là c'est 19M, c'est oui. Ça ? En gros, ça c'est comme ce qu'ils essayent de faire, c'est comme Erasmus, mais pour la mode, c'est ça ? En quelque sorte. En fait, c'est de la diplomatie culturelle, artistique. La diplomatie culturelle. Et, Ben après, ça aussi, c'est toujours encore de la domination. Non, je pense. Oui. En fait, c'est Chanel. C'est Chanel qui veut faire Erasmus version mode. Oui, mais en même temps. C'est ce que j'ai compris. Oui, il ne faut pas négliger ce cadre. Mais en même temps, si Chanel décide de s'implanter sur le continent africain... Mais ils vont tout prendre. Ça veut dire qu'ils vont encore prendre des tisserands. C'est chaud, hein. Non, mais c'est intéressant. Hein, c'est intéressant. Les effets très concrets... en fait, lorsque vous travaillez sur l'appropriation culturelle de façon très concrète, vous avez affaire... Et lorsque vous êtes un peu vocal, parce que j'interviens pas mal sur les réseaux, vous avez affaire à des racistes qui vous réassignent à vos origines. Donc il y a beaucoup de racisme. J'essaye de me blinder, mais c'est très difficile, parce que c'est des espèces de choses assez vénères quand même. On m'avait dit un jour, ce monsieur crache son fiel sur la culture occidentale dans un micro qui n'est précisément pas une technologie inventée par sa culture. Il s'approprie la technologie européenne. Et j'étais en mode... En fait,
après avoir soufflé, ça m'a fait énormément de mal, parce que je me suis dit, ouh là, des discussions qui auraient jamais pu avoir lieu, la fameuse fenêtre d'Overton. Donc ça provoque énormément en fait, de violence symbolique à l'intérieur de soi, quoi, parce que vous taffez pendant plusieurs années. Je viens de déposer ma thèse que je soutiens bientôt. Bravo. Première grande étape. Et en fait, c'est un travail que j'essaye de faire pour dépassionner le débat, pour tenter d'y apporter des arguments, et surtout en accueillant la contradiction, mais à bras ouverts. Et vous avez en face de vous des personnes qui n'y connaissent strictement rien, qui n'ont jamais ouvert un seul livre, qui sont biberonnées à des idées reçues, qui vous balancent des saillies racistes absolument dégueulasses. Donc ça, je peux vous assurer. Voilà. Ça, c'est vraiment le truc très concret de l'impact. Et après, c'est aussi très galvanisant de réussir à convaincre. Il y a aussi du soutien, évidemment. Un autre impact, on en a parlé parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la mode et c'est l'occasion de vous poser la troisième question de ce soir. Donc là, on est autour de la mode et de l'utilisation capitaliste, en tout cas à des fins mercantiles, en fait, de l'exploitation culturelle. En 2021, quel État a reproché aux marques Zara, Pataol et Anthropologie d'exploiter des motifs issus des cultures des populations autochtones sans les avoir crédités au préalable? Vous avez ici les exemples, en fait, de 2 photos des cultures autochtones d'un des États listés ici. Et puis, à droite, les reproductions, parce qu'on voit que là, c'est au-delà de l'inspiration ou de l'appréciation, c'est quand même de la copie, de la marque Pataol. Donc, réponse A, est le Mexique. Réponse B, le Pérou. Réponse C, la Pologne. Réponse D, la Grèce. Donc, quel État a reproché à ces marques? Donc c'est peut-être un des effets de l'appropriation culturelle, c'est qu'au final, on ne sait pas vraiment d'où viennent ces motifs. Je vous laisse encore quelques secondes de réflexion et puis vous pouvez lever vos ardoises si vous avez écrit des choses. Alors, je vois du A, du B, du C, du D. Il y a un petit peu de tout. C'est un camailleux de lettres. Eh bien, la réponse, c'est la réponse A. C'est le Mexique qui, en 2021, a envoyé un courrier très officiel à ces 3 marques. Ce n'était pas la première fois, parce que 2 ans auparavant, il l'avait fait aussi envers Carolina Herrera. En fait, ce sont des motifs qui sont plagiés des cultures zapotèques. Donc, les zapotèques, en fait, sont un peuple qui vit au sud du Mexique. Et donc, ils ont fait, en fait, le ministère de la Culture du Mexique a fait une lettre très officielle en montrant ces modèles de t-shirts qui avaient été complètement pompés sur les cultures zapotèques, en précisant évidemment que donc, sur la gauche, ce sont des motifs qui sont brodés à la main, qui demandent la qualité des tissus, des matériaux, et puis sur la droite, faits en machine à très très grande échelle industrielle et vendus un petit peu partout dans le monde, sans que l'on sache que c'est très fortement inspiré de la culture zapotèque. Voilà pour cette troisième question que nous vous avons posée. Et donc je reviens, je commence, on a peut-être encore 5 minutes avant d'ouvrir les questions à la salle, au public, pour vous poser peut-être la question des perspectives et des solutions. Parce qu'on a pu creuser un petit peu le sujet et je vous vois souffler, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait pour on a compris que on était dans l'appropriation culturelle un peu malgré nous et que c'est quelque chose de systémique et non pas d'individuel, mais comment est-ce qu'on pourrait, quelles seraient les recommandations que vous donneriez à des artistes, à des marques, à des entreprises, à des grandes sociétés pour essayer d'éviter de faire cette appropriation culturelle et est-ce que vous avez des exemples d'initiatives réussies qui ont essayé de s'en libérer? Voilà. Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Adina. Franchement, si c'est pour la mode, à mon avis, ça ne va pas changer, parce que les grands groupes, eux, ils vont continuer toujours à s'enrichir. Donc, partout là où ils vont
où ils peuvent exploiter, payer moins cher, je sais pas, gagner de l'argent, ils vont le faire. Je pense que c'est surtout plus nous, les petits créateurs. D'ailleurs, même à cause de nous, les petits créateurs, on n'arrive pas souvent à en vivre de notre travail, parce qu'ils prennent tout. Et puis même, ils ont l'argent pour payer les pubs, pour embaucher tellement, ils font tellement de... Moi, je pense déjà, c'est plus pour le peuple en général, surtout les populations qui sont exploitées. En gros, c'est surtout ça, parce que toute cette prédation, domination, ça crée des problèmes psychologiques, identitaires, le métissage, tout ça. En vérité, tout ça, c'est lié. Hein. Donc moi, mon premier conseil, c'est de s'accepter comme on est et d'accepter l'autre comme il est, sans vouloir changer l'autre, sans vouloir non plus faire en sorte que l'autre soit comme il veut, comme là actuellement. Un exemple tout bête. Disons, on est étranger et que, par exemple, on veut prendre, par exemple, la nationalité française, un truc tout bête. Eh ben, pour certains d'entre nous, qu'on a le nom, par exemple, bien compliqué, avec des prénoms bien aussi compliqués, entre guillemets, parce que eux, ils nous demandent des fois de changer notre prénom et de prendre le prénom du pays d'origine, du pays là où on est. Et pareil aussi, notre nom de famille aussi, de le changer, vous voyez, de le franciser. Tout ça, c'est toujours de la domination, hein. Donc ça rentre toujours dans le même cadre. Et du coup, eux, quand ils vont de l'autre côté, par exemple, ils vont prendre la nationalité du pays, on ne va pas leur demander ça. Vous voyez, ça, c'est des trucs tout cons. Il y a aussi un exemple aussi. Tellement la culture occidentale, elle a pris tellement d'espace que des gens racisés, eux, ils veulent tous avoir des cheveux lisses, ils veulent tous avoir les yeux occidentaux, ils veulent tous avoir la peau blanche. Et c'est ça aussi que je ne comprends pas trop, parce que vous voyez, moi je suis atteinte d'albinisme, je suis blanche et blonde. Mais en Afrique, ils nous rejettent. Et pourtant, les femmes africaines, elles veulent mettre les cheveux lisses comme les femmes occidentales. Ils veulent se blanchir la peau comme les femmes occidentales. Donc tout ça aussi, toute cette prédation, toute cette domination, eh ben, ça crée plein de gens avec des problèmes mentaux, avec des troubles identitaires, de l'aliénation, tout ça. Moi, en tout cas, mon premier conseil vraiment, c'est que chacun doit s'accepter comme il est, se respecter l'autre dans son identité, dans son métissage. Mais comme là, on est dans un monde de prédation, les choses ne vont jamais changer, donc les dominés seront toujours dominés, les dominants, ils auront toujours le pouvoir et rien ne va changer si vraiment chacun de nous, on ne fait pas un travail sur soi. Maïs. Moi, je suis un petit peu plus optimiste. Ah, oui, lapsus. J'ai dit pessimiste. Optimistement pessimiste et pessimistement optimiste. Non, de dire en fait que le système de la mode, c'est un mastodonte qui a toujours été dans la même direction, sans jamais questionner véritablement sa structure même. Et donc, du coup, évidemment, ça va prendre du temps. La critique est assez virulente. La critique a été récupérée par la com, enfin des maisons, mais en fait je pense qu'il faut surtout pas baisser sa garde et surtout en fait je pense que c'est une hygiène qu'il faut s'imposer à soi, et ça c'est une méthodologie que j'ai appris d'une chercheuse
qui s'appelle Minati Pham, qui exerce au Pratt Institute de Brooklyn. Et elle nous parle de discours inappropriés d'appropriation culturelle. C'est un petit jeu de mots pour dire, et en fait, c'est là vraiment la charge décoloniale est assez puissante, et surtout le décentrement, le changement de paradigme me semble assez salvateur. Qu'est-ce qu'elle nous dit en somme ? En gros, qu'elle a participé, comme beaucoup de gens, au débat complètement stérile autour de l'appropriation culturelle. Et elle se rend compte en fait qu'il y a un schéma. Le truc émerge, ça fait un pic de scandale, un petit palier, on n'en parle plus, jusqu'au prochain, et puis rien ne change finalement. Et elle se rend compte en fait que le débat tel qu'il est posé aujourd'hui est absolument inefficace, inopérant et stérile. Et elle, ce qu'elle propose, et je trouve ça génial, c'est qu'elle nous dit, décentrons-nous un petit peu de ces grandes marques de luxe qui prétendent avoir la science infuse et qui prétendent avoir la création infuse et d'être considérées comme les seuls détenteurs de la créativité dans le monde. Et elle essaye de voir ce qui ne peut pas être approprié lorsque un groupe de luxe s'approprie culturellement un objet. Et qu'est-ce qui ne peut pas être approprié ? C'est précisément l'histoire de cet objet et son ancrage culturel ailleurs. Elle prend l'exemple en fait, alors vous en avez tous dans vos gares, chez vous, ça vous a certainement servi déjà pour un déménagement, ces grands sacs en plastique à carreaux avec des grandes anses pour déménager, pour faire le marché, pour tout ce que vous voulez. Vous avez forcément un souvenir plus ou moins heureux avec ce genre de ce sac. Et en fait, début des années 2010, vous avez Stella McCartney, vous avez Philo chez Céline, vous avez Marc Jacob. Alors ils se passent le mot et ils se mettent en fait à réinterpréter exactement ce même motif pour faire des sacs et pour faire des vêtements. Et la presse de mode est absolument dithyrambique, et c'est en mode qu'est-ce que c'est beau. Ils ont réussi à chiquiser, à luxiser ces sacs de merde. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que ces sacs ont un ancrage et surtout un mot assez différent en fonction des pays où ils sont présents. On appelle ça des sacs de migrants, des sacs de réfugiés, des Chinatown bags, énormément de noms en fait qui dénotent en fait le côté cheap, le côté populaire de ce genre de sac. Et en fait, elle prend l'exemple de cette appropriation pour exemplifier sa méthode. Et elle dit, c'est quoi ce motif ? En fait, ce motif, c'est une histoire commerciale et une histoire qui dépasse très largement les quartiers chinois de New York ou l'iconographie qu'on nous sert à toutes les sauces sur BFM TV de la migration illégale. En fait, ce motif émerge à Java. Il est produit dans le même principe en fait que le wax. C'est le motif Madras, c'est ça ? Exactement. Et il est un bien de luxe qui est aussi une manière de montrer son statut social, etc. Ce qui est assez intéressant, c'est que les Britanniques les Britanniques arrivant aux Indes, colonisant les Indes, vont se mettre en fait à proposer, exactement comme le wax, presque au même moment, des copies de ce motif aux Indonésiens qui disent mais en fait les gars, pourquoi est-ce qu'on va acheter vos merdes alors qu'on a des trucs qu'on peut faire nous-mêmes de meilleure qualité. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce motif-là va se déplacer, ce commerce va se déplacer ailleurs. Et ce qui est drôle, c'est que les Chinois vont se mettre à industrialiser aussi, mais cette fois-ci les copies indiennes de cet original occidental. Et finalement, ce qu'elle met en exergue, et ce que je trouve génial, c'est que, en fait, pensant être complètement créatrice, disruptive, Stella McCartney s'insère dans une histoire
d'industrialisation, de copie d'un original inégalé. Et finalement, le simple fait de dire ça, c'est mettre de côté l'Occident, le cas d'appropriation culturelle qui n'est finalement en fait qu'une microscopique goutte qui ne saurait remettre en question la qualité de cet objet et de ce symbole culturel, et surtout de leur dire en fait vous n'êtes pas si créatif que ça, quoi. Et il me semble que c'est hyper intéressant de le prendre de cette manière, pas de s'offusquer, mais plutôt de leur dire les gars, vous n'avez rien inventé. Le prouver. Donc ça, c'est, il me semble, une hygiène qu'il faut vraiment développer. Aussi, pour vraiment changer les choses, il faudrait que le capitalisme ne soit plus le capitalisme. Et en ça, je rejoins Adina, mais peut-être la réponse est dans la nouvelle génération et dans l'impulsion proposée par cette nouvelle génération. C'est très compliqué aujourd'hui, lorsque vous êtes jeune créateur, de vivre et de survivre, mais il y a des idées qui sont folles. Moi, je pense toujours à une que je cite et que je mets en exergue, c'est Grace Wells Bonner, qui est en fait une créatrice londonienne, jamaïco-britannique, et qui est issue à la fois des colons et des colonisés, et qui fait précisément en fait de ce cul entre deux chaises le principe même de sa création. Et elle travaille sur les diasporas noires, et elle travaille sur le principe d'hybridité. Et toute sa collection, et en fait c'est intarissable ce truc-là. Et elle met elle n'est pas simplement que couturière, elle est déjà un tailleur, enfin une tailleur absolument folle, mais elle est aussi commissaire d'expo, elle est artiste, elle est écrivaine, elle est absolument multimédia, et elle fédère autour d'elle tout un groupe qui questionne ce que c'est que la diaspora, et vestimentairement parlant. Ça, je trouve qu'elle commence à grossir de plus en plus, à monter, à être de plus en plus connue, et ça serait chouette qu'on en parle beaucoup plus. Il me semble que c'est précisément ça. C'est plutôt que de vouloir rendre hommage, préférons l'hybridité. On en a marre qu'on nous rende hommage. On n'a pas besoin de Dior pour savoir que le wax, c'est chic. On n'a pas besoin de Dior pour savoir que la djellaba, c'est un vêtement ancestral. On n'a pas besoin de continuer à nous servir ce vieux complexe colonial de « mais vous devriez être content qu'on s'intéresse à vous ». En fait, on n'a pas besoin de ça. Moins d'hommages, vraiment, plus de mélanges, entre guillemets, mais des mélanges en bonne intelligence, sur le long terme, qui créent véritablement une conversation. Merci beaucoup Kemaïs et Adina. Et maintenant, je me tourne vers la salle, parce que c'est à votre tour de poser les questions. On va faire circuler un micro. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, oui, madame. Merci beaucoup déjà pour le thème proposé et vos interventions. Alors j'ai écrit des choses, mais ça va être court, hein, vous inquiétez pas. Donc, merci, j'ai oublié de préciser des questions courtes parce que le temps nous est compté. Donc, moi je suis Alice Sy, j'ai créé ma marque de vêtements il y a 1 an et demi, ça s'appelle Akit. Ce sont des kimonos, alors, vous voyez je m'approprie aussi une forme. Donc c'est à partir de stocks de tissus, que ce soit des tisserands ou des tissus. J'ai vraiment apprécié ce que vous avez dit au tout début, que l'appropriation était de la domination, parce que la domination, elle est également dans la transmission de l'histoire du wax, entre autres. Moi, je prends un exemple, parce que je travaille à côté, je suis aussi journaliste. Il y avait eu un documentaire il y a une bonne dizaine d'années qui s'appelait Wax in the City. C'était produit par Paris Première. Et moi, à cette époque, je travaillais sur différents, notamment sur la mode, également le théâtre, et je mettais en avant des artistes africains ou afrodescendants. Et c'est vrai que quand je proposais, que ce soit à des chaînes ou à des magazines, telle histoire ou telle
telle marque, on me disait que c'était du communautarisme. Et quand Paris Première est arrivé avec ce documentaire Wax in the City, c'était des producteurs blancs avec un réalisateur blanc. Et quand même, l'animatrice était une ancienne Miss France, mais qui était, elle, métisse. Et en fait, nous, après, je dis pas que moi, mais nous, journalistes noirs, quand on arrivait avec ce genre d'histoire, c'était pas bon. Bref, ça c'était un commentaire, ça rejoignait. Et j'ai ma question aussi, quand vous avez parlé de comment changer en fait pour qu'il n'y ait plus cette appropriation, je me demande, vous avez également abordé ce point, est-ce qu'on ne devrait pas se demander comment chacun nous consommons? Alors bien sûr, il y a la responsabilité des entreprises, parce que c'est eux quand même qui ont l'argent, comme le disait Adina, c'est eux qui ont les fonds pour faire les moyens de production, etc. Donc c'est de se demander comment est-ce qu'on consomme, qu'on pense à l'environnement, qu'on pense aux marques, Adina à sa marque, j'ai ma marque petite, moi je commence seulement. Est-ce qu'on se dit je veux mettre en avant ces marques qui aussi mettent en avant des savoir-faire? Merci beaucoup. Alors, je me tourne peut-être juste vers la salle pour savoir est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas pour savoir. Alors, il y en a. Ah oui, beaucoup. Alors, est-ce que vous auriez quelque chose à apporter ou est-ce que je prends peut-être d'autres questions un peu à la suite et on fait une réponse je suis désolée parce que je vois l'heure et on est un peu pris par le temps. Ou est-ce que, Kémaïs, vous voudriez répondre d'abord à cette question et puis... J'ai pas mal d'amis qui se refusent de porter certains trucs, par exemple. Et elles me disent, en fait, je le vis bien. Lorsque je suis en soirée déguisée, non, je porte pas de plumes, pas de coiffe de plumes, parce que j'ai pas envie d'être offensant à l'endroit des Amérindiens. C'est un exemple bête, mais c'est pour dire aussi que il me semble que lorsqu'il y a conscientisation, ou du moins en fait lorsqu'il y a un recul historique, la perception change nécessairement et on arrête de parler d'hommage et d'appréciation et de choses comme ça. C'est toujours une question il me semble, de sensibilité, mais aussi de compréhension de mécanismes. Donc oui, vous avez raison aussi, le changement, il vient du bas. De changer nos moyens de consommation. Il y avait beaucoup de mains qui étaient levées plutôt au milieu. Alors, si vous pourriez relever vos mains. Hop, oui. Alors, madame, et puis ensuite, on va passer le micro derrière à madame avec des lunettes pour... comme ça, on rassemble les questions. Je vous écoute. Le micro est allumé, normalement. Alors, on a parlé beaucoup de rejet de culture, d'acceptation de culture. Est-ce qu'on ne peut pas se respecter, premièrement? J'ai entendu parler beaucoup d'argent. Je suis vraiment étonnée qu'on ait parlé autant d'argent ce soir. Et où sont les vrais créateurs? Il y a des millénaires, il y avait des créateurs. Pourquoi il n'y en a plus? Ils sont partout. Non, simplement... Ils grappillent à droite et à gauche. Ils ne créent plus. Ah oui, en fait, rendez-vous compte. Vous êtes un directeur ou une directrice artistique à la tête d'une grande maison de couture et on vous demande de renouveler votre création et votre créativité toutes les 3 semaines sur 12 mois. Mais alors, pourquoi parler des grandes maisons de couture? Il y a des petites maisons de couture, il y a des petits artisans qui peuvent faire des belles choses. Ah, je suis bien d'accord avec vous. Alors pourquoi ne parler que des... Parce que, en fait... Pourquoi est-ce que, il me semble que les gros sont très importants? C'est parce que les gros sont à la tête des représentations, des normes, de la beauté, de la manière dont on l'aperçoit. Et donc, du coup, ça ruisselle sur nous. Il faut balayer tout ça une bonne fois. Ça rejoint. J'aimerais bien, moi. Mais c'est aux consommateurs. On aimerait bien. Mais en vérité, c'est le peuple aussi, les gens aussi, ils doivent consommer aussi autrement. Parce que si les gens ils vont toujours chez Zara ou H&M ou je sais pas, ou Gucci, de toute façon la plupart des gens dès qu'ils ont de l'argent, eux ils vont acheter des choses de luxe, hein. Ils vont pas chercher des petits créateurs comme nous. Eux ils vont acheter du Gucci, Louis Vuitton, du Chanel, du Dior. Ils vont pas aller chercher des créateurs et pourtant
nous, on est capable aussi de faire des créations aussi pointilleux, aussi beaux que la plupart de ces marques. Mais bien Mais sûr. les gens, ils vont pas venir nous acheter nos choses. Et ça bien rejoint... Voilà. Pardon, Donc c'est plus le peuple qui doit changer sa manière de consommer. Au lieu d'aller tout le temps enrichir toujours les mêmes, il faut qu'il change aussi sa manière de consommer, qu'il consomme aussi des choses locales ou qu'il cherche des choses qui sortent de sa zone de confort aussi. Les foires, il y a tout le temps des foires, il y a des festivals, des foires africaines, des foires de Paris. C'est là-bas qu'il faut venir nous trouver, mais les gens, ils n'ont pas envie de faire cet effort non plus. Moi, j'y vais. Merci beaucoup, et ça rejoint effectivement la première réponse qui a été donnée. En fait, c'est à nous, en tant qu'acteurs, consommateurs, d'agir et d'aller au-delà de la facilité et de chercher ces pépites. Une autre question derrière, oui. Oui, bonjour. Je voulais juste poser cette question-là parce qu'on a énormément parlé de vêtements et de mode. Et on n'a peut-être pas fait le lien directement sur pourquoi est-ce que l'appropriation culturelle touche autant le vêtement par rapport aux autres formes de culture. D'expression culturelle. Ouais, voilà. En fait, pourquoi... Bon, déjà de façon très, très, très prosaïque, je suis historien de la mode, donc du coup je parle du vêtement et de la mode, puisque c'est mon domaine d'expertise. Mais on aurait pu parler de n'importe quel autre type on aurait pu parler de musique, on aurait pu parler de bouffe, on aurait pu parler de plein de trucs. Donc toutes les disciplines tous les domaines sont touchés. Bien sûr. Et en fait, pourquoi est-ce que je trouve que parler de mode, c'est intéressant pour mettre en exergue l'appropriation culturelle? C'est parce que le vêtement, c'est des images, c'est des choses qui s'imposent avant même qu'on ouvre la bouche, et donc du coup c'est visuel, ça se voit, on le comprend. Lorsque vous avez vu la blouse, là, oui, évidemment. Lorsque vous avez une microscopique connaissance de ce que pourraient être les cultures matérielles mexicaines, ça vous évoque forcément quelque chose. Le son d'une musique ou une recette, des ingrédients ou des choses comme ça, ça me paraît un petit peu plus abstrait. Mais voilà, c'est pour ça en fait que je trouve que c'est un très bon moyen, lorsqu'on parle de mode, d'entrer dans les dédales des problématiques liées à l'appropriation culturelle. Adina, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce que je prends d'autres questions? Non. On a encore le temps. Peut-être pour une question, voire deux. Alors, je vois qu'il y a 1, 2, 3 mains levées et quelqu'un a déjà le micro, c'est ça? On va essayer de regrouper vos questions, poser vos questions courtes et puis on fait passer le micro et on pourra répondre. Je ne vois pas qui a le micro. Ah oui, bonjour. Bonjour. Alors déjà, merci pour cette conférence, c'était très intéressant. Je suis étudiante en sciences politiques et du coup, ça m'a un peu tilté ce que vous avez dit en lien avec les cours que je suis tous les jours. Parce que, en fait, la domination coloniale, elle se fait partout, dont dans le système interétatique dans lequel on est. Et du coup, je voulais savoir si vous pensez que l'apaisement des relations diplomatiques entre les pays de manière, sur le hard power, on va dire, elle peut aider justement à changer la vision de l'appropriation culturelle, ou est-ce que c'est plutôt par la culture qu'on peut apaiser les relations diplomatiques entre les pays? Et donc je voulais savoir ce que vous pensez de la culture dans... C'est une super très belle question. On va enchaîner sur une autre question pour pouvoir tout prendre. Je la garde. Je la garde. Alors derrière, si vous pouvez lever à nouveau la main. Marine, tu peux repérer. Très bien. Oui, merci pour vos interventions. Et donc pour faire court, copier, d'accord, mais pour que ce ne soit pas ridicule, il faut être légitime. Donc la question, à mon avis, est celle de la légitimité. Si je suis un créateur japonais, j'ai le droit de piller, pas
patrimoine culturel japonais, même si j'y connais rien. Mais bon, on va me dire, il est japonais dans le droit. Dans mon cas, je suis italien, donc bon, voilà. Donc la pizza, il n'y a que les Italiens qui savent la faire, mais c'est pas vrai. Et donc cette affaire de la légitimité. Et après, il y a des garde-fous qui ont été mis par le système capitaliste lui-même, c'est le copyright, avec des durées variables. Donc si vous, dans vos réponses, vous voulez peut-être reprendre ces éléments. On parle de la légitimité. Merci beaucoup. Légitimité et copyright. Enfin, je résume. Oui, et madame, donc juste à côté. Merci beaucoup. Et très intéressant. Ça revient sur quelque chose que je voulais dire. Je me demandais si l'appropriation culturelle n'était pas en fait une nécessité pour les artisans et créatifs. Et je voulais votre avis, je m'explique. Je pense, par exemple, je suis originaire de Côte d'Ivoire et à Korogo, il y a tout un artisanat de création de textiles. Et les gens de Korogo seront les premiers à vous dire qu'ils vendent jamais aussi bien qu'aux touristes. Et je pense qu'il y a ce côté fascination par rapport à l'exotisme et c'est mêlé au luxe. Donc le temps passé par les artisans à faire le travail qui est valorisé au temps humain, enfin, etc. Je pense qu'on vend mieux à l'étranger. L'idée de ce produit vient du Japon, ce produit vient de l'Indonésie, et ça a pris du temps à faire, donc valoriser, ça coûte plus cher. Et je me trouve qu'il y a de plus en plus une mode de la collaboration, donc entre des grandes maisons qui cherchent peut-être cette légitimité, justement, de je suis légitime à avoir une collection spéciale sur le Bogolan parce que j'ai travaillé avec un artiste de telle zone. Et sans rentrer sur les grandes maisons, est-ce que ces petites maisons, ces petits créateurs profitent pas à fond, quelque part, du fait que les Européens aient envie de s'habiller avec des pagnes traditionnelles? Et qu'est-ce qu'on fait si on n'a plus le droit? Merci beaucoup. Ce sont 3 très intéressantes questions. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle en mots-clés ces 3 questions? La première, la culture comme moyen d'apaiser les relations diplomatiques. En fait, c'est une question qui est passionnante, qui me passionne aussi, parce que je pense que c'est vraiment aussi l'une des clés pour dépasser l'appropriation culturelle, justement. C'est-à-dire que le débat se focalise principalement sur la morale. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est raciste? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est donc du coup un hommage, etc. Et en fait, il me semble que vraiment la critique doit être posée diplomatiquement parlant. Le Mexique, par exemple, protège de plus en plus. Et si vous voulez, à chaque fois que vous avez une maison qui pille ou qui plagie un motif, c'est des lettres ouvertes qui sont envoyées sur les réseaux sociaux à grands coups de repartage, et c'est une lettre ouverte du président ou alors de sa ministre, du porte-parole du gouvernement, etc. Et en fait, si vous voulez, là, c'est assez marrant parce que ça challenge complètement les rapports de force et de domination. Aussi puissante soit-elle, c'est toujours ce que je dis, ça, une maison de mode, de luxe, sera toujours plus faible qu'un pays souverain qui défend l'intérêt d'un peuple entier. Et je pense que précisément là, la question de l'appropriation et des échanges interculturels doivent être posés de cette manière-là. Mais ça appelle aussi l'agentivité des pays qui se mettent à protéger et qui deviennent vocaux aussi dans le débat international. Vraiment, il me semble que la diplomatie culturelle, c'est pas un truc de bisounours, hein. C'est forcément aussi de la domination ou du moins du rapport de force. Et c'est l'une des clés, il me semble. Adina, ou peut-être sur les autres questions. Alors, il y avait la question de la légitimité. Quelque part, qui est légitime et quel est le rôle des copyrights? Si je résume de manière un peu caricaturale, qui est légitime pour... Par exemple, pour le thème du kimono, dans tous les cas, le kimono, il reste asiatique. Donc, même si on fait un kimono, ça reste juste un kimono. Pour moi, c'est pas vraiment de la...
parce que le kimono, en fin de compte, c'est un vêtement qui est facile à porter. Ça veut dire que quelqu'un de mince ou quelqu'un de un peu plus corpulent peut le porter. Donc, et du coup, on peut l'accessoiriser. Mais le vrai kimono, lui, il est asiatique. Donc après, ça dépend plus de l'artiste, de ce que lui, il veut, de ce qu'il veut créer. Moi, j'ai fait, par exemple, un ensemble, ça a des touches, ça ressemble à un kimono, mais ça reste pas... C'est quand on le voit, on sait que c'est entre les deux. Mais même si on fait une pièce, l'original reste toujours l'original. Sauf si on est vraiment... comment on appelle ça? Comment je pourrais expliquer ça? Sauf si on est vraiment spécialisé pour ça. Moi, je ne suis pas spécialiste du kimono, donc je ne vais pas faire... je vais pas créer par exemple, que des kimonos japonais. Je vais faire juste un kimono. Je vais créer juste des pièces de ma création avec des tissus, de ce que moi j'ai imaginé dans ma tête. Mais ça reste toujours ma signature à moi, pas dans le but de copier l'original. Oui. Juste pour la question de la légitimité, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous lorsque vous dites un Japonais a le droit de piller sa culture. Non, mais je comprends ce que vous dites. Vous voyez, par exemple, comme beaucoup de personnes, je suis né en France, de parents tunisiens, et j'ai été en rupture avec mon arabité, on dirait. Et je ne parle pas l'arabe, je le comprends plus ou moins, mais parce que mes parents m'ont refusé de me le parler. Et donc, du coup, il y a eu comme une espèce de alors qu'ils le parlent couramment, qu'ils le lisent, enfin bon, bref. Et il y a eu une reconquête à un moment des origines. Et en fait, rétrospectivement, c'était horrible. Parce que c'était le temps béni des colonies, quoi. C'est-à-dire que tout en étant d'origine tunisienne, maghrébin, pensant en fait récupérer mon arabité, je répétais en fait des stéréotypes orientalistes et coloniaux sans même m'en rendre compte. Donc en fait, le fait d'appartenir à une culture ne vous donne pas nécessairement en fait la légitimité de la représenter dans sa globalité. Et je pars du principe que si vous voulez la représenter dans sa globalité, il faut s'entourer de personnes. Et il faut jamais prétendre être légitime tout seul. On n'est jamais légitime tout seul. Et pour votre question, c'est ce qu'on appelle le tourisme colonial. Et c'est une structure qui est terrible parce qu'en fait, c'est une contradiction dans les termes. C'est servir la soupe aux dominants et en même temps, sans ces gens-là, on ne vit pas. Et c'est précisément ce qu'on pourrait considérer comme de la colonialité, quoi. Le principe de colonialité, c'est un concept clé dans les études décoloniales, notamment théorisé par un penseur qui s'appelle Hannibal Quijano. La colonialité du pouvoir n'est pas le colonialisme, ce n'est pas non plus la colonisation. La colonialité, c'est un système de domination qui se met en place pendant le processus de colonisation et qui est nourri du colonialisme et qui survit aux indépendances pour continuer d'organiser le monde. Et il me semble que c'est un exemple qui est hyper prégnant de colonialité, quoi. De se dire en fait que dans un monde post-colonial, vous avez énormément d'artisans qui sont encore dépendants d'un maître qui, en gros, qui les force presque à perpétuer cette idée de la tradition qui est complètement factice, quoi. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Pour le blanc. Ou du moins pour l'ancien colon qui l'est toujours, quoi. Est-ce qu'on arrête de créer ? Non, je pense pas qu'il faille arrêter. Je pense que
en fait, c'est vraiment une contradiction là. Et il me semble aussi que il y a aussi des politiques culturelles nationales à mener pour essayer de se défaire de l'hégémonie occidentale, quoi. Et là, encore une fois, on en appelle à l'agentivité des gouvernements sur place, quoi. Tout à l'heure, vous avez dit que certains États ont le pouvoir de répondre, enfin, confrontés à, par exemple, des grandes maisons, ont plus de pouvoir. Je pense personnellement que beaucoup de pays africains n'ont pas autant de pouvoir que LVMH. Vraiment, symboliquement parlant, alors, d'un point de vue économique, probablement pas, mais symboliquement parlant, dans ce monde des nations, lorsque vous avez un pays qui se lève et l'autorité d'un pays qui se lève peut-être que ça n'a pas le même impact que le Mexique ou qu'un autre plus grand pays, mais symboliquement, ça veut dire quelque chose. Ça peut favoriser une prise de conscience. Exactement. Et en fait, ça va faire forcément plus ou moins parler. Je suis d'accord avec vous, c'est pas aussi simple que ça, mais quand même, j'y crois, quoi. Enfin, symboliquement, ça dit quelque chose. Merci. Je pense que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup encore, Kemal Ben Lagdar, Adnan Tanke, pour cette intéressante rencontre.